Les Instigateurs, podcast numéro 13. Aujourd'hui, c'est Burnout 101. Comment se brûler en business? Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Merci pour cette introduction à la guitare, Mathieu. T'es très bon. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Mathieu fait cette introduction-là live avec sa guitare. On a même Ric Flair qui vient toutes les semaines enregistrer avec nous. Ça fait 6 mois que je me bâtis de la corne sur les doigts pour ce petit lick de guitare. T'es-tu un joueur de guitare? Je sais que t'avais joué. J'ai gratté pour m'accompagner au vocal plus qu'autre chose, mais je suis l'exemple d'un acheteur compulsif qui est... Non, je suis ridicule. Dans le fond, ma blonde, c'est une ancienne prof de Git. J'ai eu à peu près 6 ou 7 Git que j'ai toujours fini par revendre parce que j'étais comme, je vais jouer un peu. Tu sais, j'apprends vite, je gratte, mais rendu à faire un barré, je suis pas capable. Je pogne les nerfs, j'arrête. Puis je me suis fait faire une Git à 5000$. J'étais comme, esti, je vais aller all-in, OK? Là? C'est genre une Git custom studio avec les silets en fossile de mammouth, puis tout le all-in, en me disant, hey, c'est pas vrai que je vais avoir 7 gars qui dort, puis que je jouerai pas de Git. Turns out, yep, toujours pas capable de faire un barré après autant d'années. Fait que... Sais-tu que t'es pas assez souple des doigts, genre? Moi, c'est mon gros problème. Ben, ça, oui, puis du poignet aussi, genre. En général, je suis aussi flexible qu'un monsieur de 100 ans, fait que tout ce qui s'appelle mobilité, je suis vraiment pas un exemple. Mais oui, particulièrement ça, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, j'ai de la misère avec mes mains parce que j'ai trop fait de sport de combat longtemps. Fait que la guitare, c'est comme une relation amour-haine que j'ai. Là. Moi, ça peut j'ai le même problème. Actually, on devrait monter une band qui s'appellerait je sais pas, les échecs, ouais. Les Pogo Fingers. Moi, j'ai le même problème, man, mais comme j'ai des assez gros doigts, puis j'ai pas comme des grands doigts, fait que j'ai assez de misère à comme, tu sais, jouer avec les cordes, puis je suis comme toi, j'ai pas de patience pour ça. J'aimerais tellement ça, fait que je stick à la air guitar. J'ai un excellent niveau de air guitar, par exemple. Air bass aussi, c'est assez impressionnant. Mais ma carrière musicale ou air musicale s'arrête là. Non, mais pas grave, on n'a pas le temps anyway pour partir un band. C'est vrai. Comment tu te situes au niveau de ton temps, toi, c'est en site? Parce que moi, c'est en site, c'est assez rock and roll, on dirait. J'ai pas mal de projets qui s'en viennent, puis ça rock. Mais tout à l'heure dans le jus, là, pour un expert en time management, avec tes certifications, tes workshops, la famille qui vient, chevaux, non, t'as pas l'air d'avoir de lousse. Non, c'était assez fou les derniers temps. Ouais, comme tu as dit, j'ai eu de la famille qui est venue, j'ai voyagé, j'ai été manger du barbecue chez vous. On a pas mal de projets qui s'en viennent. On a beaucoup de projets aussi pour 2020. Fait qu'ils commencent au début 2020, donc il faut les préparer. Moi, je prends toujours 2 semaines de vacances dans le temps de Noël. Ça fait là, faut que je sois prêt. Fait que, en tout cas, tu sais, c'est comme je te dis, it's not about working less, it's about working right. Bon, là, c'est comme ça qu'il faut travailler, c'est en site, mais je sais que c'est temporaire, donc ça va. Mais je me plains pas, écoute, le self-care est de mise. J'ai recommencé à jouer au hockey et ça va bien. Non, c'est un heureux problème, fait que faut juste le gérer, là, mais tant que, au moins, je suis content de voir que tu continues à faire du sport puis que justement tu prends du temps pour toi malgré le rush. Ben ça, c'est un petit peu ce qu'on va parler aujourd'hui, le self-care, le burn-out, et aussi on va l'amener, si vous voulez brûler comme il faut en business, on aura une petite recette pour vous, comment se brûler comme du monde. Nous, si vous avez écouté les épisodes précédents, c'est sûr que Mathieu et moi, on a partagé un petit peu notre expérience avec le surmenage et l'épuisement professionnel. C'est sûr que ça vient de différentes façons. Mais surtout quand on va penser au burn-out, souvent on va penser à l'épuisement physique. On va penser le fait que
t'es à terre, t'es en train de ramper parce que t'en peux plus, mais c'est pas nécessairement ça qui va t'amener à terre, tu comprends-tu? C'est la première chose qui lâche, c'est la première chose qu'on abandonne ironiquement. Donc souvent, on est la cause de notre propre downfall. Ouais, parce que c'est souvent la dernière chose, tu sais, quand on regarde au niveau des énergies, moi je classifie ça en l'énergie en trois parties, énergie physique, énergie mentale et énergie émotionnelle. C'est certain qu'elles sont toutes reliées, mais l'énergie physique est souvent ce qui va, c'est pas ça qui va t'amener nécessairement à terre, alors que c'est ça qui prend le bord quand on commence à être occupé. Tu sais, on arrête d'aller au gym, on arrête de prendre soin de soi, on commence à moins bien manger, on arrête de faire des activités qu'on aime. Donc, toutes sortes de choses, si tu veux, qui nous sont bénéfiques au niveau physique, qu'on arrête de faire quand les choses commencent à être un peu plus sérieuses en business ou qu'on a un niveau plus soutenu, là. Je sais que de mon côté, autant que je suis toujours, j'ai été longtemps et je suis toujours un avocat de justement l'importance de l'activité physique pour l'entrepreneur. Tu sais, je l'ai dit dans un des épisodes passés, là, je suis vraiment un cordonnier mal chaussé présentement parce que je le fais plus. Tu sais, justement, il y a plusieurs flags de mon côté de bon, mais par mon passé, qu'est-ce qui m'a amené en burn-out, en épuisement professionnel. Clairement, de mettre de côté l'exercice physique, donc de tomber un petit peu dans les retours des mauvaises habitudes. Là, moi, déjà là, c'est un signe de comme bon, mais je suis pas sur mon X. Ça veut pas dire que je suis en burn-out, absolument pas, mais avec les années, c'est un exercice que j'encourage tout le monde à faire, c'est d'essayer d'identifier vos drapeaux jaunes, drapeaux rouges, vos red flags, parce que en avoir un, deux, trois, c'est correct, mais plus que tu les additionnes, plus que ça devient important de les adresser et de prendre des actions pour les corriger parce que c'est ce qui va vous mener vers un burn-out. Ça peut donner un peu d'idées à des gens. Moi, de mon côté, je sais que je ne crois pas à la motivation. La motivation, c'est une bougie d'allumage, mais c'est pas supposé être ça qui drive les projets. Si je tombe dans un pattern parce que j'ai un besoin constant et insatiable de motivation pour accomplir des choses, mais ça me démontre que moi, bon, mais je suis off un peu, puis il y a quelque chose, je suis pas sur mon X. Si je fais des erreurs que souvent on va dire, c'est des erreurs d'inattention. Si tu vraiment de l'inattention, c'est de la nonchalance. Si je commence à devenir plus nonchalant, un petit peu moins valoriser l'importance de chacune des actions que je prends, c'est un autre yellow flag. Si vous le savez, si vous écoutez le podcast, vous le savez, je suis une personne qui croit ne pas avoir d'émotions. Si je commence à tout prendre personnel, si je commence à démontrer un petit peu de sensibilité, ça, moi, c'est un red flag. Là. C'est comme des yellow flags, je peux en avoir 3-4 en même temps, puis ça se gère. Un red flag, je me donne pas le droit de niaiser avec ça. Je dois analyser. Est-ce que tu veux dire plus irritable, comme plus d'irritabilité ou plus de sensibilité? Ben, irritable, oui, mais pas nécessairement purement irritable. Tu sais, tout prendre personnel, à dire quelqu'un va me donner un commentaire quelconque qui ne sera pas nécessairement négatif, mais tu sais, moi, un commentaire, si je te l'ai pas demandé ou si je ne te reconnais pas comme une personne que je trouve crédible, je vais le prendre, je vais dire merci, puis ça va être ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent trop complaisants et se boostent un ego à cause des compléments, des causes des commentaires ou des compliments des personnes qui on s'en calisse un petit peu, là. Mais de là, dans le fond, l'inverse est réel, de dire, bon, mais si je reçois un commentaire d'une personne de qui je me fous, mais que ça m'atteint quand même, ben moi, ça me. Okay, c'est un de mes red flags, comme je le dis. Là. Donc, je suis pas dans mon état normal. Fait que je sais que je vais devoir ajuster mon horaire, ajuster mes projets, parce que je peux pas rouler une business dans cet état, dans cet espace mental-là. Là. Non, c'est certain. Mais au niveau de, qu'est-ce que toi, par exemple, au niveau physique, c'est certain, comme tu disais que tu avais peut-être un petit peu moins commencé à moins t'entraîner, des choses comme ça. Au niveau physique, qu'est-ce qui sont tes red flags physiques, dans le fond? Qu'est-ce que tu arrêtes de faire ou qu'est-ce que tu fais moins dans des temps, je te dirais, plus de rush? Je prendrai plus le temps, tu sais, comme ce sera un autre sujet, là, mais dans la vie, je pense que tout le monde a du temps, il faut juste prioriser les choses. Ouais. C'est correct d'avoir des périodes de rush et de dire, OK, je vais sacrifier, par exemple, l'entraînement physique parce que je dois sortir, je dois output beaucoup de jobs en peu de temps. Mais c'est supposé avoir une date de fin. La réalité est, ça doit faire 18 mois que je ne me suis pas entraîné de façon sérieuse. Ce que j'avais de viande sur le dos, les 2 steaks que j'avais sur le chest, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Là. Okay, je m'en viens avec plus de poignées d'amour et de baby fat dans le dos que mon enfant. Là.
Tu sais, c'est pas normal, mais en même temps, je sais que justement, c'est à moi à faire preuve de self-leadership, de me réimposer une discipline, de me recréer du temps. Mais présentement, c'est ça. C'est une des premières affaires, comme tu l'as mentionné, qui est partie. Puis que, encore une fois, je ne suis pas dans un burn-out, je ne suis pas dans cet état-là, mais je sais que c'est quand même quelque chose que je dois garder en tête et considérer et que tu dois considérer comme un red flag d'une certaine façon. Pas red flag, yellow flag. Yellow flag, ouais. Exactement. Okay. Moi, des drapeaux jaunes, c'est des petits irritants qui peuvent s'additionner, mais qui ne me mettent pas dans une position critique. Mm-hmm. Un red flag, pour moi, c'est vraiment mettons, on a tous un poison de compensation. Tu sais, quand tu es débordé puis que justement tu es plus dépressif, mais tu vas compenser. Tu vas essayer de numb the pain. Que ce soit l'alcool, que ce soit pour certaines personnes, c'est la drogue, que ce soit pour d'autres, c'est les femmes, que ce soit. On a toute une béquille, on a tout un poison. Si j'ai un itch de mes anciennes vies ou anciennes dépressions, peu importe, il me semble que je prendrais ça me ferait du bien. Ça, moi, c'est un red flag. Je ne peux pas niaiser avec ça. Ça devient une priorité. C'est une urgence prioritaire. Mes yellow flags, c'est des petits irritants que je sais que je dois garder à l'œil, que je dois essayer de corriger, que je peux vivre avec, mais que ça doit avoir une date de fin, puis ça doit être réglé. Ça devient un projet. Ouais. Je suis d'accord avec toi. De mon côté, c'est pareil. Puis je vois de toute façon avec beaucoup d'entrepreneurs, si tu veux, avec qui, par exemple, qui passent à travers EFIC et puis qui nous montrent un petit peu comment est-ce qu'ils gèrent leur temps. Et souvent, c'est ça. C'est que j'étais un gars en shape où je faisais ceci, je faisais cela. J'ai arrêté de le faire. J'ai arrêté de workout. Ma nutrition, c'est plus, je planifie plus mes repas, des choses comme ça. C'est un peu niaiseux, mais souvent, comme il faut vraiment se ramener à la base des choses, et le fait de ramener cette structure-là, si tu veux, de s'imposer une structure qui va être comme, shit, je sais que je suis dans le jus au niveau business. Je sais que j'ai du travail en masse, mais faut que je m'impose ces choses-là. Et souvent, ce qu'on va voir, c'est que quand on va se ramener du côté physique, le mental va suivre, les émotions vont suivre, la productivité va suivre aussi. Mm-hmm. Donc, une bonne façon de commencer à se brûler, c'est certain d'arrêter de s'entraîner ou prendre soin de son corps, mais tabarouette, comme c'est la base des choses. Et je pense que d'arrêter de faire ces choses-là, dans le fond, c'est le début, si tu veux, d'une pente qui va être glissante pour vous. Là. Oui, puis quand j'ai commencé ma pratique au niveau du mentorat d'affaires, mon concept était, puis ça, je l'ai débarqué parce que le monde n'embarquait pas assez, mais le mentorat se faisait en entraînement physique. L'entraînement physique te permet, le burn-out, c'est quoi? C'est une mauvaise gestion du stress. Mm-hmm. L'entraînement physique te permet de vider le stress. Donc, ce que je faisais, c'était comme, gars, je te vide de ton stress, puis dans les rest pauses, dans les périodes de repos, là, tu me poses tes questions critiques. Puis du fait qu'en même temps, ça te donnait une période, toute petite période, ça te forçait à justement utiliser ton esprit critique, pas mettre du contexte, puis vraiment aller à l'information hyper pertinente. Mais tout ça commençait justement par le processus de vider le stress physique qui va t'amener une clarté d'esprit pour mieux réfléchir, mieux analyser ce qui se passe réellement dans ta tête. Mais tu regardes à ça, le parallèle entre la performance sportive et puis la performance entrepreneuriale reste la même. Mm-hmm. Tu sais, il y a un concept qui s'appelle l'overtraining dans l'entraînement physique, où si tu t'entraînes trop, dans le fond, t'as ce qu'on appelle un diminishing return, c'est que tu vas avoir moins de résultats que tu serais supposé t'en avoir. Et malgré le fait que tu t'entraînes 2 fois plus. Mm-hmm. Et c'est un petit peu la même chose avec le travail. Si tu compenses à travers ça, si tu t'arrêtes, si tu veux, de faire les bonnes choses, si tu arrêtes de te reposer, si tu arrêtes de bien manger, si tu veux, c'est certain que tu vas avoir de moins bons résultats au niveau physique. Dans le fond, ton corps, tes muscles grossissent quand tu dors, quand tu te reposes. Et si tu te reposes pas, tu n'as pas de résultats. Et c'est un petit peu la même chose en business. Hein? Ta business va se solidifier ou maturer avec le fait que tu prends ce temps-là aussi pour toi, tu prends le temps-là pour avoir une certaine réflexion. Et aussi le fait que si tu me dis que tu n'as pas le temps de t'entraîner, moi, je vais te challenger puis je vais te dire, c'est peut-être que tu n'as peut-être pas nécessairement la bonne structure, tu n'as peut-être pas les bons systèmes en place et que tu focuses pas nécessairement sur les bonnes choses. Parce qu'on a tous 24 heures c'est sûr qu'on a tous différents types de business, mais on a tous 24 heures dans une journée.
Puis je pense que c'est dans la façon dont tu vas l'organiser, ton 24 heures. Oui, puis tu as dit le mot-clé, c'est prendre le temps. Donc, tu sais, souvent, on va se mettre dans une position de burn-out. Là, je parle spécifique, mettons, dans l'entrepreneuriat. C'est sûr qu'il y a différentes causes au-delà de l'entrepreneuriat qui peuvent amener un burn-out, mais dans une optique de burn-out 101 en business, la surcharge de travail ou, justement, de là, ne pas être capable de cibler les priorités. Donc, d'être spread out partout fait que tu nourris ton impression d'échec sur tous tes projets parce que tu entends plusieurs choses. Tu es juste en train d'essayer toujours dans ta tête éteindre des feux, mais la réalité est c'est des feux que toi-même tu as démarré la majorité du temps parce que justement, tu n'as pas été capable de bien cibler, gérer tes priorités pour arriver à des résultats concrets. Tu sais, le burn-out, je vois ça comme un petit peu complètement l'opposé de bâtir la confiance. Bâtir la confiance, tu fais ça comment? Tu fais ça en donnant des petits projets, petits mandats que tu vas être capable d'avoir une succession de victoires. Un burn-out, tu l'alimentes en te mettant dans une position où tu vas avoir une succession d'échecs. Mais ça, on en est responsable. C'est de gérer quelles sont mes priorités, basé sur le temps disponible, les ressources disponibles, mon énergie disponible. Mais si tu n'es pas capable d'avoir la transparence pour dire je ne peux pas, même si c'était planifié de je veux embarquer dans un gros projet pour mon entreprise, bien, malheureusement, si tu n'as pas l'énergie mentale pour le faire, ça ne sert à rien, là. Donc, c'est plus stratégique des fois de repousser des projets pour te sortir d'un slump, te sortir d'un pré-burnout pour revenir un petit peu mieux. Tu sais, des fois, pour tirer une flèche, il faut que tu tires par en arrière pour qu'elle aille par en avant. C'est un concept de base. Puis souvent, ben justement, tu sais, la prise de conscience, le reality check, de, OK, je me sens vulnérable, je vais l'admettre. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est déjà là, c'est un très, très, très gros pas qui demande énormément de courage que malheureusement trop peu de gens osent avoir ou osent démontrer, je pense. Mais tu sais, comme avec l'énergie mentale, plus on va, moins on va être focusé, plus c'est certain que on va agir de façon réactive dans notre entreprise. Plus on agit de façon réactive dans l'entreprise, plus on va devoir éteindre des feux. Éteindre des feux, là, ça prend de l'énergie. C'est la chose qui est la pire, je pense, en business qu'on peut faire de façon constante. Le problème avec ça, c'est quand on est réactif par rapport à l'entreprise et on nous garoche tout le temps des nouvelles tâches, il y a une fatigue décisionnelle qui vient avec ça. Le fait de devoir prendre des décisions tout le temps, va t'amener au niveau mental, ça va t'user au bout d'un certain temps. Et de ne pas avoir un plan, si tu veux, ne pas être proactif par rapport à ses objectifs, va nécessairement amener vers une fatigue mentale qui est certaine sur le long terme. Oui, puis tu sais, je sais pas, c'est comme tu t'en parles souvent justement des systèmes. Donc, tu sais, de là, si, encore une fois, je reviens là-dessus, si vous le sentez que vous êtes en train de glisser, bon, mais l'important, c'est d'être capable de déléguer et d'avoir des systèmes en place. Tu sais, justement, c'est plate de parler de procédures et de systèmes, mais des fois, ça va devenir une très belle mécanique qui va vous sauver parce que, justement, vous allez vous être bâti un système de support. Un système de support, ça peut passer par les procédures, ça peut passer par les systèmes, ça peut passer par votre conjoint, ça peut passer par, tu sais, à reconnaître sa vulnérabilité et voir, bon, mais avant que je sois vulnérable, c'est plus le temps de bâtir votre système de support. C'est bon de l'identifier avant. Donc, de là, tu sais, de dire, bon, mais avec mon partner, avec vos associés, tu sais, gars, je te donne un heads up, ça se peut que je sois plus irritable, ça se peut que je sois sous-performant, je m'en excuse. Présentement, mentalement, je ne suis pas dans une bonne phase, j'y travaille. Je te demande pas, je te demande pas la lune ni rien, juste, tu sais, si tu es capable de prendre le relais un peu, puis tu sais, d'habitude, votre système de support, vous allez l'avoir vous-même choisi avec des personnes de confiance que vous savez qu'ils vont être là puis ça va leur faire plaisir de vous aider. Donc, n'ayez pas peur de l'utiliser, là. On a le mauvais réflexe de s'isoler trop souvent lorsqu'on est dans une période justement plus creuse. Puis la solitude fait que justement, tout devient une montagne puis on se creuse un espèce de trou où on a l'impression que personne ne va comprendre parce qu'on s'invente on est donc bien spécial avec nos contextes et toute la portion surémotionnelle. Non, on a tous les mêmes problèmes en affaires. Si vous en parlez, vous allez vous rendre compte que votre entourage a sûrement passé au travers, va pouvoir vous aider ou quoi que ce soit. Donc, votre système de support va vous aider énormément à briser ou contrer l'isolation qui pourrait vous amener
non pas vers le road to recovery, mais vraiment plus vers la pente descendante, là. Ça c'est un gros point. Et le problème, c'est qu'on attend souvent trop la dernière minute avant de demander, si tu veux, de l'aide ou demander du support. On attend que la maison soit totalement en feu avant d'appeler les pompiers, tu sais. Mm-hmm. Et je le vois aussi au niveau, tu sais, au niveau personnel, si tu veux, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on a cette responsabilité-là peut-être d'agir de façon préventive par rapport au burn-out. Mais si vous êtes un employeur et vous avez des employés qui sont que vous trouvez qui sont un petit peu moins performants ou qui où tu sens qu'ils sont pas comme d'habitude, leurs numéros sont pas comme ce qu'ils devraient être, ils sont pas aussi tant sharp, on va dire, au travail, au bureau. C'est peut-être pas le temps nécessairement d'aller puis demander à cette personne-là, hey, écoute, tes numéros sont en baisse, j'aimerais que tu donnes un petit coup supplémentaire. À la place, allez voir cette personne-là et demander, écoute, Johnny, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Et c'est à vous de créer cet environnement-là de confiance, si tu veux, où l'employé n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité. Parce que souvent, on va pas montrer notre vulnérabilité parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Que ce soit en tant qu'entrepreneur de perdre notre crédibilité, que ce soit en employé, ce soit de perdre carrément de perdre notre job. Mm-hmm. Donc, essayez, si vous êtes un employeur, d'amener ce côté-là, de faire des suivis avec vos employés, faire sûr qu'au niveau mental, ils sont corrects, faire sûr qu'au niveau décisionnel, ils sont corrects. Et tu sais, comme je pense qu'on veut tous prendre des décisions, mais on veut prendre des bonnes décisions, des décisions qu'on peut faire. Si on impose des décisions à une autre personne, par exemple, il y a un gros problème avec la délégation qui peut amener un gros problème un gros problème au niveau mental, c'est qu'on va déléguer, on va dumper, on va juste donner les tâches à ces personnes-là parce qu'on veut plus les faire ou qu'on se dit hey, moi j'en ai trop, là, faut que je délègue. Tu sais. Je me sens que mentalement, là, hey, j'en ai un petit peu trop sur la plate, je vais déléguer à lui. Mais là, tu pousses le problème à l'autre personne. Tu sais, c'est ça, puis non seulement on va lui domper à la marde, mais on va lui dire comment la faire. Donc, à partir de là, non seulement tu imposes un workload qui est peu intéressant, mais tu imposes une structure qui va, dans la majorité des cas, ne pas être ce qu'elle aurait fait. Donc, tu enlèves à la fois son plaisir, son autonomie, son contrôle sur ses actions. Donc, de là, comment tu veux que cette personne-là soit dans une bonne espace mental, ait le goût de travailler et le goût de, justement, comme avoir le goût de vivre en général. Donc, tu sais, l'entrepreneur a beaucoup de responsabilités à ce niveau-là. Puis, à la limite, si on comme reverse engineer, moi, je trouve que c'est une très belle preuve de leadership pour un entrepreneur que de se montrer vulnérable devant son équipe une fois. C'est tout part de la culture d'entreprise. Ouais. Si tes employés ont peur de dire ce qu'ils pensent, ben ça part d'en haut. Si ton employé a peur de perdre sa job parce que il a peur que ça se sache qu'il fasse peut-être un burn-out ou quoi que ce soit, puis qu'il se sent vulnérable au niveau de sa stabilité d'emploi, mais je m'excuse, il y a un gros problème au niveau de la culture d'entreprise et comment c'est promu à l'interne. Ouais. Écoute, j'ai le parfait exemple. Écoute, je me suis arraché les cheveux de la tête cette semaine avec quelqu'un avec qui je consultais. Qui justement était pas satisfait de la performance de ses employés. Et ce qu'il leur a demandé de faire, écoute bien ça, il leur a demandé de lui faire un rapport de leur activité aux 15 minutes. Donc, dans le fond, d'écrire aux 15 minutes ce que cette personne-là fait comme tâche. Écoute, je pouvais juste pas entendre ces choses-là. Comment veux-tu que cette personne-là performe quand tu es en train de la micromanager, que tu es en train de lui demander déjà, en plus de ses tâches, tu lui ajoutes un stress supplémentaire d'aller mettre, si tu veux, sur une petite feuille de papier sur quoi il travaille toutes les 15 minutes? Are you fucking kidding me? C'est encore implémenté dans des très grandes organisations. J'ai fait un court détour sans dire le nom, dans un très gros assureur qui est basé, mettons, et originaire de la province de Québec. Et sans farce, justement, tu l'as dit, la micro-gestion qui était imposée aux employés était tellement malsaine, puis après ça, ils se demandent pourquoi ils ont de la misère. Tu sais, j'étais dans une équipe anglophone, petite équipe réduite, où ils ont de la misère à les recruter. Puis Chris, il y a un turnover d'employés incroyable, puis ils comprennent pas pourquoi. Si tes employés partent, très souvent, c'est à cause de ta faute, là. Puis
derrière tout ça, de voir que l'employeur se vante d'avoir des reconnaissances comme meilleur employeur au Canada, je suis comme, tu sais, à un moment donné, c'est une question de cohérence en arrière, là. Les titres ne sont vraiment pas tous. C'est pas parce que un organisme te dit, C'est pas bon, parce que le Boys Club t'a voté meilleur employeur. exactement, non, c'est ça, là, c'est employeur. vraiment pas représentatif, là. Donc, des fois, même si on a l'impression que ça va bien ou on se fait dire que ça va bien notre business, ça vaut la peine de regarder, tu sais, à l'intérieur, faire un petit ménage quand même. Il y a toujours quelque chose qui pue, là. Parce que, puis on a beaucoup de personnes en ressources humaines de RH qui suivent le podcast. On a eu des commentaires de RH, surtout dans les derniers temps. On a parlé dans les derniers épisodes d'entrepreneuriat. Et je pense que c'est une des solutions, si tu veux, à l'épidémie qu'on a d'épuisement professionnel en ce moment. Mais le problème est que les gestionnaires ne sont pas outillés pour aller pas déléguer, mais offrir une structure à leurs employés pour justement les aider à devenir des meilleurs entrepreneurs dans leur structure. Donc, s'il vous plaît, allez vous former là-dessus, développez des systèmes de suivi, puis je vais vous dire de quoi. Vous allez avoir des employés beaucoup plus performants. Vous allez, vous, en tant que gestionnaire ou entrepreneur qui a des employés, écoute, vous allez avoir des meilleurs résultats. Vous allez mieux paraître. Vous allez mieux paraître, mais même pour vous, pour votre santé, pour votre santé physique, mentale, émotionnelle, ça va régler énormément de choses. Parce que là, ceux que vous pensiez qui étaient qui performaient pas de la bonne façon, ceux-là vous allez vous rendre compte que finalement, vous les utilisiez pas de la bonne façon. Et là, vous allez voir des résultats qui sont ultra intéressants pour vous, mais surtout ultra intéressants pour vos employés. Donc, moi, je pense que c'est l'entrepreneuriat est une des solutions à ces choses-là. C'est certain qu'il faut que ce soit fait dans un bon contexte. Le fait de laisser libre cours à l'employé de faire ce qu'il veut n'est pas nécessairement la bonne façon non plus. Parce que là, on va ajouter un stress supplémentaire ou s'il n'y a pas une direction claire, là, l'employé tombe dans le doute. L'employé va pas nécessairement savoir sur quoi il doit focuser. Et là, on va retomber dans le même pattern. Tu sais, l'incapacité de cibler les priorités, l'incapacité de gérer ça, puis en même temps, c'est qu'à partir de là, c'est parce que tu fais comme prendre ta business otage parce que l'application des processus et des protocoles est plus en place parce que justement, tu as donné trop de liberté à tes employés. Exactement. Mais tu sais, comme tu l'as mentionné, c'est super important, surtout pour les top performeurs, je vais le dire comme ça, de vouloir trop cadrer vos top performeurs font que, tu sais, encore une fois, je vais prendre un exemple vécu, un top performeur chez l'assureur en question que j'ai fait mention, est engagé, sort en 8 heures ce que l'ancien employé qui le remplace faisait en 40 heures. On lui demande de prendre plus son temps parce que la moyenne de l'équipe trouve que, tu sais, justement, ça met de la pression parce que là, ben, tu sais, ça met de la pression. Les personnes ont l'impression qu'il faut qu'ils travaillent plus vite pour t'accoter. Mais je suis comme, Chris, on nivelle par le bas la performance. Oui, mais c'est pas parce que la performance de cette personne-là est à ce point-là que l'autre personne, si tu veux, ne peut pas, dans un contexte particulier, performer à sa façon, si tu veux, de façon égale, mais en faisant peut-être d'autres choses, des choses qui sont peut-être plus adaptées à son skill set. Parce que souvent, tu sais, quand on parle du drift, moi, ce que j'appelle le drifting cost, c'est le coût d'éloignement, si tu veux, de travailler le moins en relation avec ce qu'on fait de bien, à un coût énergétique qui est extrêmement haut. Et surtout, un coût de motivation. Tu sais, ça revient à ton red flag que tu as dit. Si la motivation n'est pas là, il y a quelque chose là. Ben, c'est ça, c'est ton top performeur ne devient plus un top performeur parce qu'il fait demander, tu sais, gars, rentre dans les rangs qui fait que tu vas être sous-performant parce que justement, ça convient à plus de personnes, plutôt que, gars, on sait que tu peux être un top performeur quand tu travailles à ta façon, mais ça cadre pas vraiment dans notre modèle d'affaires ou dans. C'est comme non, Chris, let them be. Genre. Mais t'imagines, tu vas plus brûler ton top performer en lui demandant de travailler moins ou de travailler moins vite. Absolument. Mais c'est une question d'adapter aussi. Je pense qu'on n'est pas assez réceptif au style personnel, que ce soit pour soi-même en tant qu'entrepreneur ou que ce soit avec nos employés. On a chacun un style qui nous est propre. Laissez-vous libre cours de développer votre propre style, parce que souvent on veut fitter dans un moule, on s'impose des paramètres qui sont complètement, tu sais, qui sont pas les nôtres. Et la même chose pour les employés, on va leur imposer des paramètres qui sont pas les leurs. Et là, on va se demander, pourquoi ça marche pas? Pourquoi est-ce qu'ils burn out? Me semble que, tu sais, je demande pas la lune.
c'est pas ça, là. C'est pas ça le problème. C'est pas la quantité de travail la majorité du temps qui amène les gens vers là, là. C'est tout l'environnement, l'ambiance qu'il y a autour. Ouais. C'est un gros point, tu sais, comme, c'est certain qu'au niveau, tu sais, de la gestion de tâches, des choses comme ça, au niveau mental, oui, il y a un gros coût énergétique par rapport à ça. Mais là, moi, je pense que le do or die, là, ce qui va être le coup de grâce pour beaucoup de monde, c'est l'énergie émotionnelle. C'est le fait que souvent, on va avoir des employeurs abusifs, on va avoir des coworkers qui vont être abusifs. Et souvent même, écoute, c'est qu'on va tomber dans des patterns où on peut aussi s'auto-abuser en tant qu'entrepreneur au niveau émotionnel. Et ça, il faut faire super attention parce qu'on peut tomber dans des patterns qui peuvent être malsains d'une certaine façon. Et ça, je pense que c'est ça qui donne le coup de grâce quand ça en vient au burn-out. Ne pas prendre soin de ses émotions, de cacher ses émotions ou, tu sais, tu as parlé tout à l'heure des red flags et puis des choses comme ça. Tu sais, des fois, un red flag, il est là pour une raison. Puis souvent, on va essayer de porter le red flag un petit peu comme un badge d'honneur d'une certaine façon, et tu devrais pas. Non, c'est un red flag, c'est non négociable. C'est non négociable. La quantité de personnes, puis tu sais, je l'ai déjà mentionné pour une raison que j'ignore. Peut-être que c'est juste parce que je suis bon pour le gérer puis je l'attire naturellement. Il y a plusieurs personnes que je mentor qui, je les prends puis sans le savoir, sont en direction du burn-out ou en cours de mandat, on se rend compte que bon, mais il y a un historique derrière de burn-out, quoi que ce soit, puis qu'il y a une couple de presque une récidive parce que justement, se faire mentorer, ça amène à se faire challenger beaucoup, puis de là, bon, ben, ça te ramène des remises en question. Mais, tu sais, c'est tout le temps le ouais, mais l'avoir su, ben, on analyse trop tard en rétrospect, mais on n'est pas capable après ça de l'appliquer pour le futur. Tu sais, c'est un principe de base quand tu fais une erreur, tu es supposé d'apprendre de quelque chose, mais on aurait dit que on fait juste le constater, mais on ne l'assume pas. On reste très passif sur nos signes. On les voit venir, là. Mm-hmm. La quantité de personnes que j'assiste annuellement, que j'ai comme, tu sais, si je suis pas là aujourd'hui pour te dire que voici comment tu agis, voici comment tu as répondu à un client, puis que c'est pas parce que le client était un client de marde, là. Non, non. Le problème, il est dans ta tête présentement parce que tu as été nonchalant, puis que tu mets ça sur sa faute, puis que justement, tu te mets dans une position où tu t'inventes que c'est toi la victime. C'est ça, moi, c'est toutes des flags là, que tu es supposé être capable de voir. Puis si tu n'es pas capable de les voir par toi-même et que tu as besoin de moi pour te dire, ben c'est très dangereux parce que la journée que je pars, ben tu es supposé être autonome à gérer ton coco, là. J'en reviens sur le self-leadership. Tu sais, je pense que c'est le critère le plus important en prévention du burn-out. C'est assumer qui on est et nos problèmes et pas juste rester passif dessus, là. Mais souvent, mais il y a des fois aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a émotionnellement, quand on a quelque chose qui nous arrive, et puis tu sais que ça peut être un stress, comme je dis, financier, que ça peut être un stress, t'as un problème familial, il y a un trauma. Des fois, il y a des traumatismes qui reviennent aussi dans des moments où on s'en attend le moins. Oui. Fait que tu le sais pas ces choses-là, mais c'est important de trouver une structure, que ce soit avec d'autres personnes ou que ce soit une structure qu'on se forge soi-même pour dealer avec ces choses-là. Se mettre la tête dans le sable par rapport à des problèmes comme ça marche pas, là. Mm-hmm. On est passé là, moi, on en a parlé dans d'autres prochains épisodes, là. Moi, ce qui m'a amené sur mes genoux, là, c'était un gros coup émotionnel, là. Parce que oui, écoute, je suis capable d'y aller. Au niveau physique, là, je peux y aller. Tu sais, oui, c'est certain que je peux me traîner dans la boue, mais je peux continuer à tabarouette de bout. Même chose mentalement, tu sais, je peux en prendre pas mal. Mais quand tu fonctionnes à full capacité là, au niveau mental, puis tu as un coup émotionnel qui t'arrive, ben there you go. T'sais. Fait que souvent, le fait de travailler un petit peu trop en se disant qu'on est un petit peu à l'abri, si tu veux, émotionnellement de ce qui se passe, et puis qu'on se run un petit peu trop dans le rouge quand ça vient à notre capacité mentale et physique, ben c'est là qu'on peut vraiment crasher. Et de façon assez inattendue, merci. Souvent, ça arrive. Ça arrive sur le long terme. Le burn-out, c'est pas nécessairement quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais c'est le moment de non-retour peut arriver du jour au lendemain, si tu vois ce que je veux dire. Oui, absolument. Puis tu sais, quelque chose que je trouve dommage, c'est que si vous êtes un bon gestionnaire, votre business est dans une position où vous avez déjà réfléchi, demain matin, je meurs, demain matin, il m'arrive quelque chose. Est-ce que tout est en place pour que la business reste autonome et que les employés puissent prendre le relais?
Mais on n'est pas capable, ces outils-là, là, c'est les mêmes outils que vous devriez être capable de prendre dans un cas de faiblesse de santé mentale. Là. Si votre business est en position d'être capable de se permettre que d'un matin, vous mourrez puis la business continue, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas capable d'utiliser ces leviers-là de façon progressive plutôt que drastique, parce que là, tu meurs, newsflash, t'es mort, tu peux pas t'ajuster. Mais si tu sais que justement, bon, mais j'ai toutes ces ressources-là, ces systèmes-là en place, bon, mais de là, je suis capable de le voir venir et plutôt qu'utiliser 100% des ressources et mettre tout le monde dans la marde, ben juste d'utiliser une ressource, 2 ressources stratégiques qui étaient dans mon plan de sortie, puis les utiliser comme un bounce pad pour me sortir de justement mon slump de dépression sans mettre la business en péril et juste moins ajuster la planification des opérations en conséquence ou quoi que ce soit. Tu as le luxe de pouvoir prendre action de façon progressive pour t'aider plutôt que juste mettre dans ta business dans une position de j'attends jusqu'à la fin puis ben je quitte à cause d'un burn-out qui donne le même impact que si j'étais mort. Ah, mais écoute, je le vois tellement tout le temps, comme je suis un gars de système, puis je travaille en consultation avec des entreprises, puis souvent, ils viennent me voir justement quand ils se sentent en difficulté. Le gars en peut plus parce que il se run comme, il se run à terre lui-même. Il attend dernière minute, la business est dans la marde, comme je sais pas quoi faire, etc. Newsflash, en passant pour les personnes qui écoutent, là, se vanter de faire 80 heures semaine à tous les semaines, c'est pas un bragging right. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Là. Ça fait juste montrer que vous n'êtes pas en contrôle et envoie un burn-out. Là. À moins que tu es Elon Musk et tu résous des problèmes que 99,999% des humains peuvent même pas penser à résoudre, OK, là, on en parle. Tu sais, quelque chose qui a une application, un impact humanitaire énorme. Mais pour la majeure partie des entrepreneurs, là, c'est comme tu as dit. Moi, tu me dis ça, là, je vais pas te regarder avec wow, tu sais, je suis tellement impressionné. Je veux dire, non, il y a quelque chose qui marche pas pour toi, mon chum. Puis souvent, il y a deux choses qui se passent. Soit tu es un leader, soit ta business est dans la marde, de un, ou de deux, tu es un leader à chier, t'es vraiment pas bon. Mais souvent, c'est les deux. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le burn-out, moi, ce que je vois arriver beaucoup avec les entrepreneurs, c'est que ils font tout seul de cette façon. Ils mettent une pression énorme sur les épaules. Ils bâtissent une business qui est seulement basée sur leur propre effort. Ils arrivent à un niveau qui n'est pas, où tu ne peux pas sustainer ça, si tu veux, d'une façon sur le long terme. Et la business commence à décliner. Et là, vu quand la business commence à décliner, ils vont compenser en travaillant encore plus. Alors que c'est pas ça du tout qu'il faut faire. C'est que le skill set que ça prend pour se sortir de là, c'est pas nécessairement de travailler plus ou d'avoir une meilleure éthique de travail. C'est d'être un meilleur leader. De un, self-leader et de deux, leader de gens et d'implémenter les bons systèmes qui viennent avec ça. C'est tout le temps, je te dirais, c'est à 100% ce que je vois à chaque fois. Et quand on parle de burn-out entrepreneurial, où la personne a la totale décision, si tu veux, par rapport à ce qu'ils font, ben c'est ça qu'on voit tout le temps. Fait que de là, je pense qu'on a donné quand même plusieurs pistes de réflexion, autant pour les entrepreneurs que peut-être pour les RH, donc avoir peut-être en prévention de votre burn-out potentiel ou de cela de votre entourage. Là. Ce serait intéressant d'avoir des commentaires de vous, les auditeurs. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous faites pour justement vous tenir loin du burn-out ou éviter le burn-out, ou quelles sont des erreurs que vous avez faites? Et en tant que RH, on parle la culture d'entreprise, des choses comme ça, la santé mentale, le mieux-être au travail, c'est un sujet, c'est un hot topic, mais des fois, j'ai l'impression qu'on veut juste mettre un petit band-aid avec un petit peu d'argan dessus, puis on va l'oublier, tu sais. C'est pas ça, ça va beaucoup plus creux que ça. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faites, vous, les RH, justement, pour ramener ce côté-là? Il y a définitivement un problème avec... est-ce que c'est un clash de génération? Est-ce que c'est un problème de manque d'entrepreneuriat? Moi, je pense qu'il y a un gros manque d'entrepreneuriat dans les corporations. Est-ce que c'est un manque de leadership au niveau, tu sais? Est-ce que le leadership d'en haut est pas assez bon et puis ça déteint sur le leadership d'en bas et ça déteint sur toute la structure et les employés? Donc, qu'est-ce que vous voyez dans le fond qui seraient peut-être ces facteurs-là et qu'est-ce que vous faites justement pour éviter
le burn-out dans votre structure. MD, très bon épisode, mon chum. Merci beaucoup encore pour ton expertise quand ça vient au burn-out. C'est quelque chose on peut encore parler pendant longtemps. Je pense qu'il y aura on va parler de santé mentale, on va parler de mieux-être, on va parler de leadership, de choses comme ça. C'est sûr qu'on a touché un petit peu à beaucoup de topics, mais on va aller beaucoup plus creux dans les prochains épisodes ou dans les prochains mois avec ces choses-là, parce que c'est un topic qui est ultra important. Et quand ça vient tu sais, notre mission, c'est de vous rendre de meilleurs entrepreneurs. C'est certain que votre propre gestion est primordiale pour la santé de votre entreprise pour justement être un bon entrepreneur. Donc, c'est certain qu'on n'en parlera jamais assez, mais c'est certain qu'il faut continuer à en parler parce que, c'est certain que ça va devenir de plus en plus courant parce que, on a parlé beaucoup de votre gestion, mais il y a une génération d'employés qui s'en viennent dans votre business, qui ont été élevés beaucoup tôt dans le papier bulle et la Watt. Nous, je pense qu'on est la génération qui a été sacrifiée. Donc, on doit le gérer présentement. La génération qui m'a suivi est un petit peu fragile du coco, un petit peu trop émotive. Je m'attends à ce qu'il y ait un retour à la stabilité d'ici, mettons, 15-20 ans, malheureusement. Donc, la prochaine vague d'employés pour faire croître votre business, ça va être un de vos défis, de justement, mais gérer le burn-out, gérer la pression que vous leur mettez, parce que malheureusement, en tout cas, peut-être que c'est moi qui est trop redneck, là, mais de plus en plus, les gens ont de la misère à apprendre à gérer la pression, gérer l'échec, gérer le stress, qui sont toutes des chemins vers un potentiel burn-out. Mais c'est une question générationnelle, puis on le voit que ce soit avec la génération Y. La différence entre la génération X, la génération Y et la génération Z est assez énorme. Les changements générationnels sont vraiment importants. Et puis là, on est dans une zone, dans une phase aussi où il y a une coexistence sur le marché de ces trois générations-là. Donc là, c'est certain qu'il y a du clash, c'est certain qu'il y a de la mauvaise gestion, c'est certain qu'il y a on comprend pas certaines choses. Donc, c'est certain qu'il va falloir qu'il y ait un amalgame de ces choses-là qui se fassent. Et puis, comme tu as dit, je pense que c'est une question d'une génération qui va s'adapter. Et ensuite, on va retrouver peut-être une stabilité. Mais en tout cas, ce serait intéressant d'avoir justement une discussion avec quelqu'un en ressources humaines pour parler de ces enjeux-là, parce que je pense que, au-delà du côté entrepreneurial, au-delà de soi-même en tant qu'entrepreneur, au niveau leadership et au niveau gestion, si tu veux, des ressources humaines, gestion des humains, il y a gros à faire encore, c'est ça? Oui, absolument. MD, bonne semaine, mon ami. On se reparle la semaine prochaine. Yes, boy. Salut. Ciao. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.